Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Emmanuelle Mani, je suis médecin gériatre à la Pitié-Salpêtrière. Et ce soir, on va corriger un dossier de l'année dernière qui est tombé à l'ECN en 2021 de gériatrie. Ce soir, avec moi, on a Emmanuelle Laurisson, qui est chef de service au centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui va être notre modératrice. Donc il ne faudra pas hésiter à poser des questions et elle me les fera remonter tout au long du live pour que je puisse y répondre devant tout le monde. Alors, c'est quoi la conférence Cartesia? L'objectif de cette conférence, c'est vraiment axé sur comprendre ce que l'on apprend pour retenir plus facilement. Donc on a chez les différents conférenciers vraiment toute cette envie de vous faire comprendre vos connaissances en partant de la physiopathologie pour que vous puissiez retenir le plus facilement possible. Toutes les spécialités du programme sont traitées. Il y a des cours, il y a des entraînements, il y a des vidéos en direct, vous pouvez tout regarder en replay. Il y a des petits focus synthétiques de cours purs. Et après, il y a des lives qui reviennent sur certaines notions. Certains professeurs font des dossiers, des QI, etc. C'est 650 € pour la préparation complète. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet ensemble. Donc déjà, quand on est face à un dossier, peu importe le dossier ou la question, il faut que vous appreniez à le lire. Ça veut dire quoi apprendre à lire un dossier? Ça veut dire qu'il faut que vous anticipiez toutes les questions et que vous ayez des réflexes à chaque mot que vous allez lire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut être un peu induit quand on lit un QCM, par exemple, par les réponses. Le but, quand on construit une question à l'internat, à l'ECN, c'est de vous piéger. Du coup, pour vous piéger, on va vous mettre des distracteurs ou des choses qui vont être un peu plausibles et ça va vous torturer les méninges et vous allez vous poser la question de « Ah mince, j'aurais bien coché ça ». Si, en lisant la question ou en lisant le dossier, vous aviez déjà un peu anticipé ce qu'on allait vous demander et ce que vous auriez coché, ça va être beaucoup plus facile. Un dossier à l'internat en gériatrie, c'est quoi? On va vous glisser plein d'antécédents qui vont avoir pour vocation de décompenser. Donc il va falloir bien les lister et avoir en tête qu'est-ce qu'ils peuvent faire au fil du dossier. On va vous mettre des traitements qui seront déjà là ou des traitements qu'on va introduire sur les pathologies aiguës. Et voilà, vous allez avoir l'alerte iatrogénie. Tiens, ce traitement, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne? Quelles sont les complications? Quelles sont les interactions? On va vous glisser des facteurs prédisposants à certaines décompensations ou à certaines pathologies de syndrome gériatrique. Typiquement, la confusion, la chute, on va vous glisser dans le dossier des petites choses qu'il va falloir vous alerter. On va vous mettre des facteurs déclenchants qu'il va falloir traiter. D'accord? Et différentes pathologies aiguës. Et à chaque fois que vous allez devoir traiter cette pathologie aiguë, il faudra toujours vous poser la question, en introduisant le traitement, de la balance bénéfice-risque. Donc ça, c'est le dossier de cette année. Donc c'est tombé là aux derniers ECN. C'est un dossier de gériatrie, vous allez voir. Donc vous prenez en charge aux urgences une patiente de 85 ans. Donc déjà, le sexe, c'est jamais ou rarement anodin dans un dossier. En gériatrie, le facteur de risque femme, on aime bien le mettre dans les dossiers chute. Ah, elle vient pour une chute. Ok, femme, facteur de risque de chute. Si on pose une question sur les facteurs de risque de chute, on sait que la femme, c'est un facteur de risque. Elle a été menée par sa fille. Ah, elle n'est pas isolée. Qui est sa personne de confiance. Personne de confiance, ok, éthique, légale. Est-ce qu'à la fin, elle ne va pas mourir? Est-ce qu'il ne faudra pas faire appel à cette personne de confiance? Qu'est-ce que c'est la personne de confiance? À quelle loi ça fait appel, etc. Vous contactez son médecin généraliste qui rapporte des chutes à répétition. Chute à répétition, qu'est-ce que ça veut dire? Au moins, plus de 2 chutes dans l'année. Supérieur ou égal à 2 chutes dans l'année. Vous avez déjà la définition. Si on vous pose la question, vous savez, c'est 2. Ok. Elle a des antécédents comprenant une fibrillation atriale. Ah, ACFA, est-ce qu'elle est paroxystique? Est-ce qu'elle est permanente? Est-ce qu'elle a été réduite? Est-ce qu'elle est anticoagulée? Pas anticoagulée? Est-ce qu'elle est ralentie? Par quoi? Vous voyez tout ce qu'il y a derrière la FA? Est-ce que je vais avoir une insuffisance cardiaque, une décompensation cardiaque? Eh bien, elle est permanente, elle n'est pas valvulaire. Pas valvulaire, ça doit vous faire tilt sur OK, j'ai le droit de lui mettre des AOD. Depuis 5 ans, sous coumadine. Ah, antivitamine K. INR? Hémoglobine? Est-ce que je saigne? Est-ce que je les arrête? Est-ce que je les antagonise? C'est ça qu'on lit derrière AVK. Une maladie d'Alzheimer. Zut, elle a des troubles cognitifs. Est-ce qu'ils sont sévères, pas sévères? Quelle est son autonomie? Est-ce que si je vais devoir la faire rentrer à la maison, comment je vais faire? Il y a la fille, je me pose toutes ces questions. Qu'est-ce qu'il existe chez le sujet âgé? L'allocation pour l'autonomie, la grille Agir, l'ADL, l'IADL. Vous voyez tout ce qui déroule derrière la maladie d'Alzheimer, mais déjà vous avez vos réflexes qui sortent. Elle a une hypertension artérielle, donc quel antihypertenseur elle a? Hypertension, qui dit hypertension chez le sujet âgé dit hypotension orthostatique. On va la chercher, elle vient pour chute, hypotension orthostatique. Elle est sous amlodipine, qui est un inhibiteur calcique. Il faut connaître, l'amlodipine, c'est un traitement qui peut donner des œdèmes des membres inférieurs, c'est son effet secondaire principal. Et qui dit traitement antihypertenseur dans un dossier ou dans un dossier de gériatrie en particulier, dit hypotension orthostatique à rechercher.
Elle a une ostéoporose fracturaire. Tiens, est-ce que là, elle ne va pas recasser à nouveau? Est-ce qu'elle est supplémentée, pas supplémentée en vitamine D, en calcium, en biphosphonate? Est-ce que là, elle n'aura pas fait une chute? C'est un facteur de risque de gravité. Donc, elle s'est fait une fracture du col du fémur il y a 3 ans et elle est traitée par vitamine D et par acide zolédronique, donc les biphosphonates. Donc là, je vous ai un peu traduit le dossier, ce qu'on vient de se dire. Donc, c'est une patiente qui chute. La chute, il faut toujours penser à la gravité. On a une personne de confiance, ça nous fait plutôt une belle jambe. Chute à répétition, c'est supérieur ou égal, hein, il y a une petite erreur sur la diapositive, en 2 ans. La FA, je vous l'ai dit, est-ce que c'est anticoagulé? Est-ce que c'est ralenti? Est-ce qu'elle n'aurait pas fait un AVC? Ou c'est le fait d'avoir une ACFA, hein, c'est une des étiologies d'accident vasculaire cérébral, elle vient pour chute. Donc, il faut se poser la question de là, est-ce qu'elle n'aurait pas fait un AVC pour sa chute? Les antivitamines K, je vous ai dit, l'INR, l'antagonisation, la surveillance de l'hémoglobine. Et dans antivitamine K, il faut penser à interaction médicamenteuse. Est-ce qu'on ne lui a pas introduit de l'augmentin qui va faire que l'INR va monter? Maladie d'Alzheimer, je vous ai dit autonomie. Quand on lit hypertension artérielle, on pense hypotension orthostatique. Quand on lit ostéoporose, on sait que c'est un facteur de risque de gravité de la chute. On va chercher une nouvelle fracture et on va se poser la question de si elle a le bon traitement. La vitamine D, alors en gériatrie pas trop, mais dans des dossiers de pédiatrie, en tout cas à mon époque, ça pouvait traîner quand on était trop supplémenté en vitamine D d'avoir une hypercalcémie. Et les biphosphonates, il faut juste savoir qu'il faut faire le bilan dentaire et faire attention à l'ostéonécrose de la mâchoire. Et puis il faut savoir que ce qu'elle a, elle, comme biphosphonate, quand on fait la perfusion annuelle d'Aclasta, d'acide zolédronique, ça peut donner de la fièvre. Voilà, il faut le savoir, ça peut traîner dans un dossier de gériatrie. Question numéro 1. Je vous laisse réfléchir avec moi. Que recherchez-vous à l'examen clinique pour demander un scanner cérébral en urgence dans ce contexte? Une ou plusieurs réponses exactes. Est-ce que vous allez rechercher un syndrome confusionnel? Est-ce que vous allez rechercher un trouble de la vigilance? Est-ce que vous allez rechercher une plaie du scalp, un hémotampon ou un hématome périorbitaire? Vous avez 7 secondes pour réfléchir, vous avez lu avec moi. Vous allez absolument tout rechercher. Ça, en fait, c'était des signes indirects de TC. La plaie du scalp, l'hémotympan et l'hématome périorbitaire, c'est pour dire qu'elle est tombée sur la tête. Quand on tombe sur la tête, et quand on est une personne âgée et qu'on est sous anticoagulant ou sous cardégique, on a un scanner cérébral en urgence pour les AVK, dans les 6 heures pour le cardégique, d'accord? Évidemment qu'un syndrome confusionnel avec un trouble de la vigilance, vous ferez aussi suspecter quelque chose qui se passe en intracrânien, donc du sang. On l'a aussi un petit peu dit, peut-être un accident vasculaire cérébral. Le scanner et le syndrome confusionnel, juste je vous refais un petit focus là-dessus. Il faut savoir que c'est pas systématique, en tout cas c'est écrit comme ça dans le collège et dans la vraie vie, mais finalement on le fait assez régulièrement devant une chute du sujet âgé. Évidemment s'il y a des signes de localisation, évidemment s'il y a un traumatisme crânien, et évidemment dans les chutes dans des circonstances inconnues. Et il faudra toujours être amené à chercher des signes indirects de TC, ce qui est exactement ce qu'on vous a servi juste avant. Donc des plaies, des hématomes, l'hémotympan, normalement ça on passe pas trop à côté. Mais il faut être un peu de Sherlock Holmes devant la chute du sujet âgé. Il ne faut vraiment pas banaliser ça. Et quand on vous fait un dossier chute, en général on fait des dossiers où les gens sont graves. Et donc c'est un peu pareil aux urgences, quand vous croiserez des sujets âgés, des patients âgés, ne négligez pas cette chute, chute mécanique, on s'en fiche, il peut rentrer chez lui. Et évidemment, si le bilan de syndrome confusionnel est négatif, il ne faut pas hésiter à faire un scanner cérébral. Le bilan minimum exigé devant un syndrome confusionnel, donc selon l'HAS et le collège, c'est une NFS, un IONO, une créate, une CRP, une calcémie et un ECG. Et en fonction du contexte, on peut être amené à demander un électroencéphalogramme, une TSH, une BU à la recherche d'une infection, un bilan hépatique, une PL, etc. Mais ça ne fait pas partie du bilan systématique. Dans le dossier, juste pour reprendre un petit peu les signes de gravité de chute, il y avait quand même pas mal de choses chez cette patiente. Il y a plusieurs choses qui doivent vous faire dire que la chute peut être grave ou est suspecte. On peut vous faire pas mal de questions là-dessus. Donc c'est lié au caractère répété des chutes, donc 2 chutes dans l'année, ce qui était son cas. Lié aux étiologies de la chute, je vous ai dit, retrouvé au sol, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une chute mécanique, d'accord? Donc on cherche l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, un trouble du rythme, un trouble de conduction, et ça c'est grave. Lié aux situations médico-sociales à risque de complications, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire les situations médicales qui sont à risque de complications, c'est le traitement par anticoagulant et par antiagrégant. Donc, quand on tombe sur la tête et qu'on est sous anticoagulant, sur antiagrégant, on pense à saignement.
Le fait d'être isolé socialement ou familialement, c'est-à-dire de ne pas avoir d'entourage, et ben oui, on va rester au sol un peu plus longtemps. Et rester 6 heures au sol, ça fait un syndrome. Ça peut faire des syndromes post-chute, on peut avoir la phlébite, le P, la pneumopathie d'inhalation, des escarres, et cette anxiété qui va résulter de ces heures passées au sol, donc on appelle le syndrome post-chute. Ou une ostéoporose avérée, et ça on voit parce que donc elle avait l'ostéoporose, elle tombe par terre, le risque c'est qu'elle se soit cassé quelque chose. Et lié aux conséquences de la chute, qui sont aussi donc, les signes de gravité, donc le traumatisme, osseux ou crânien. Donc, on n'oublie pas que quand on examine une personne âgée qui a chuté, c'est comme si on examinait un polytraumatisé. Donc, on palpe toutes les articulations et notamment les vertèbres. Ça casse très facilement les vertèbres d'un sujet âgé. Donc, on palpe les épineuses une à une et on regarde si on n'a pas une douleur élective et on regarde qu'il bouge bien les 4 membres. Les conséquences, donc je l'ai dit tout à l'heure, la station au sol prolongée, encore plus quand on n'a pas d'aidants qui passent ou de famille qui se préoccupent de vous et vous pouvez rester. On a des malades qui sont restés 4-5 jours au sol, hein, c'est dramatique. Et donc, à rechercher dans un dossier chute, toujours penser à phlébite EP, insuffisance rénale aiguë, avec la rhabdomyolyse, doser les CPK. Dès qu'on est passé plus d'1 heure au sol, il faut doser les CPK. La pneumopathie d'inhalation, la déshydratation, quand on reste 3 jours au sol, on n'a pas bu. Donc, pas manger, c'est un peu moins grave, mais pas bu, c'est grave. Des escarres, évidemment, et le traumatisme psychologique que ça peut engendrer chez les patients. Et le syndrome post-chute qui est un syndrome qui est bien défini en gériatrie, qui est à la fois moteur, où ils sont en rétropulsion, en arrière, ils sont rigides et ils ne veulent pas se lever, ils ont peur de se lever, ils restent au lit, ils se désadaptent totalement. Il y en a même qui peuvent perdre la marche. Je ferme la parenthèse. Quel examen biologique jugez-vous indispensable en urgence dans ce contexte? Quel? Vous savez lire un dossier, il n'y a pas de S, donc j'en veux qu'un seul. Est-ce que vous demandez un NT-proBNP, une calcémie corrigée, des dédimères, une troponine ultrasensible ou un INR? Je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. En théorie, si vous avez bien lu le dossier avec moi et si vous avez vu vos petites alertes dans votre tête, vous avez la réponse évidente. Donc, un INR évidemment, le patient est sous anticoagulant. On ne connaît pas son dernier INR, on ne sait pas si elle est observante ou pas observante, elle a une maladie d'Alzheimer, elle vient pour chute, ça ne sera pas la même chose si elle a 1 d'INR ou si elle a 10 d'INR. Question 3. On vous a mis une imagerie. Je vous laisse la regarder. Je vous la remontrer un petit peu plus loin. Vous vous en doutez. Je vais vous demander qu'est-ce que vous voyez. Donc, c'est un scanner cérébral de la patiente. Je vous l'ai remis en petit. J'espère que vous voyez bien sur vos ordinateurs. Quelles propositions avec un S sont exactes concernant le scanner cérébral de cette patiente? Est-ce qu'elle a un hématome sous-dural aigu gauche, une hémorragie méningée gauche, un hématome extradural aigu gauche, un hématome intraparenchymato-temporal droit ou un effet de masse gauche? Je vous remets ça. Et donc, elle a un effet de masse gauche, un hématome sous-dural aigu et une hémorragie méningée. Bravo tout le monde, j'espère que vous aviez tous bien vu cette imagerie. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps, je vous laisserai revenir dessus. Donc ça, c'était assez facile. Le scanner cérébral vous montre un sous-dural aigu de la convexité gauche, responsable d'un effet de masse modéré associé à une hémorragie méningée de la convexité gauche. La patiente présente des propos incohérents. Elle s'agite en grimaçant par moments, mais semble se reposer à d'autres. Donc ça, je veux que vous interprétez le dossier, on verra après comment. Elle ouvre les yeux quand vous l'appelez. Elle présente une désorientation temporo-spatiale. Elle est incapable de vous raconter ce qui lui arrive. Elle ne bouge pas spontanément, mais écarte votre main à la stimulation nociceptive. Elle tousse plusieurs fois lors de l'examen clinique. L'examen de la cavité orale ne trouve pas de lésion, mais une stase salivaire. Rien n'est mis au hasard. Je vous ai mis en rouge tout ce qui devait faire tilt. Qu'est-ce qui doit vous faire tilt? Je vais vous verrez, on va un peu traduire l'énoncé après. Je vais d'abord vous poser la question pour voir si vous avez eu tous les tilts, et après on traduira ensemble l'énoncé. Alors,
quelles sont vos conclusions cliniques à l'issue de votre examen? Est-ce que la patiente a un syndrome confusionnel? Est-ce qu'elle a un syndrome anxieux? Est-ce que son score de Glasgow est à 9? Est-ce qu'elle a des troubles de déglutition? Est-ce qu'elle a une hémiparésie gauche? Des petites secondes pour réfléchir. Donc là, il y a un S, hein. Allez-y, lancez-vous. Je vous aide. Eh bien, on a un syndrome confusionnel et des troubles de la déglutition. Pourquoi? Les propos incohérents, elle s'agite seulement par moments et elle est calme, donc c'est fluctuant. Et une désorientation temporospatiale, ça colle avec la confusion. On vous a fait traduire un score de Glasgow. Le score de Glasgow, vous savez, c'est le score pour évaluer la gravité d'un coma en cas de traumatisme crânien. Moi, j'ai calculé le score de Glasgow à 11. Alors, ouvre les yeux quand vous l'appelez incapable de vous raconter et écarte votre main à la stimulation nociceptive. Incapable de vous raconter, c'est un peu tendancieux, je suis d'accord. Ça peut être incompréhensible ou confus quand on calcule le score de Glasgow. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas à 9. La toux et la stase salivaire, il faut y penser, d'accord, encore plus en gériatrie. C'est des patients qui sont atteints de pneumopathie et de troubles de la déglutition. Le fait d'avoir encore du bol alimentaire dans la bouche fait que vous pouvez avoir des troubles de la déglutition. Donc c'est un bon signe. D'ailleurs, quand on évalue un malade qui arrive en gériatrie, on fait ce qu'on appelle le test au verre d'eau, le test à l'eau. On regarde s'ils boivent, combien de temps ils gardent dans la bouche, s'ils ont ralentissement de la déglutition, s'ils ont un peu de bave qui coule. Tout ça, c'est des signes indirects de troubles de déglutition. Donc on ne vous a pas mis ça pour rien dans le dossier. Ça a dû vous alerter. J'espère que vous aviez tout bon. Petit rappel sur le syndrome confusionnel. Donc c'est une perturbation de l'attention. Donc ça, c'est le DSM-5 un peu mixé avec la CAM, mais en tout cas traduit en français. Donc une perturbation de l'attention, un début brutal et installation sur un temps court avec une rupture sur l'état antérieur. Ça va être fluctuant dans la journée, hein. Le matin, l'externe passe et vous dit elle va vachement mieux ce matin, c'est génial, elle me raconte toute sa vie et vous passez l'après-midi, elle est complètement dans le pâté et elle vous parle de n'importe quoi. Avec une perturbation cognitive, un trouble cognitif, donc de la mémoire, d'orientation, du langage, en tout cas une perturbation cognitive. Pas expliqué par un trouble neurocognitif préexistant, donc ça c'est pour faire le distinguo avec les troubles neurocognitifs majeurs, hein, la démence, ce qu'on appelle la démence. Et c'est la conséquence directe d'une affection médicale, une intoxication ou d'un sevrage, donc elle est confuse sur tout le sang qu'elle a dans la tête. Hein. J'espère que c'est clair pour vous, le syndrome confusionnel par rapport à la démence ou au trouble neurocognitif majeur, on ne dit plus démence, c'est pas beau. C'est vraiment, on peut dater. Donc la patiente, quand on a des troubles neurocognitifs, on est perdu, on est perturbé, etc. Et la famille vient en vous disant, depuis 48 heures, ça va vraiment bien, docteur, elle n'est pas comme d'habitude, elle fait la java la nuit, elle dit n'importe quoi, on n'arrive plus à la suivre, et puis j'ai l'impression que ça va un peu mieux de temps en temps, puis après ça repart, donc le côté un peu fluctuant. Et les troubles de l'attention et de la vigilance, c'est les malades, quand vous les examinez, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas avec vous, qu'ils s'endorment même quand vous leur parlez, ou vraiment l'impression qu'ils ne sont pas dans la conversation. Question 5. Vous notez sur la biologie une hémoglobine à 11,1, des leucocytes à 11, des plaquettes à 120, une INR à 6,9, une créate à 160. Quelle mesure thérapeutique prenez-vous immédiatement? Vous avez une ou plusieurs réponses qui sont exactes. Vous arrêtez la coumadine, vous suspendez la coumadine pendant 24 heures, vous faites un INR de contrôle le lendemain et vous voyez si vous reprenez. Vous faites de la vitamine K en intraveineux. Vous faites ce qu'on appelle les CCP, les concentrés de complexe prothrombotique, qui sont aussi appelés le PPSB. Ou vous lui faites de l'héparine de bas poids moléculaire à dose prophylactique, pour éviter qu'elle fasse la phlébite, le P, etc. Évidemment, vous arrêtez la coumadine, hein, vous ne regardez pas le lendemain ce qui se passe, elle saigne dans sa tête, c'est grave, c'est une urgence. Vous lui faites de la vitamine K en intraveineux. La vitamine K, on peut la faire pérosse. Ici, elle a des troubles de la conscience. Elle n'a pas un Glasgow nickel chrome, donc je vous conseille de le faire en IV pour être sûr qu'elle le prend. Et évidemment, vous lui faites des concentrés de complexe prothrombotique et vous ne la mettez absolument pas sous héparine de bois pas moléculaire, là, en urgence comme ça, elle saigne dans sa tête. On réfléchira à ça après. Je vous ai remis la prise en charge hospitalière d'une hémorragie grave sous anticoagulant. La reco est un peu datée, de la HS 2008, mais elle n'en a pas de nouvelles. Donc, hémorragie grave, hein, là, elle saigne dans sa tête, on peut considérer que c'est grave, hein, promis. Vous arrêtez évidemment les anticoagulants en urgence, vous mesurez l'INR. Si ce n'est pas disponible, vous ne vous posez pas la question, vous balancez la boîte quand même de concentré de CCP.
Si vous l'avez, vous pouvez aussi balancer, on ne vous demandera jamais les doses à balancer. Et vous ajoutez la vitamine K, une ampoule. Là, ils disent privilégier la voie orale, mais en pratique, vous faites en IV chez cette patiente, évidemment, parce qu'elle a des troubles de la vigilance, donc elle ne peut pas prendre Péros. Et en plus, on vous l'a dit, elle avait une stase salivaire, etc. Vous faites un contrôle de l'INR à 30 minutes, et en fonction, vous répétez ou pas le CCP. Prochaine question. En plus de l'arrêt de la coumadine, vous avez prescrit de la vitamine K par voie IV et du concentré de complexe protombotique. Quel examen demandez-vous immédiatement concernant son saignement intracrânien? Aucun examen. Est-ce que vous demandez un angioscanner cérébral, une IMRM cérébrale en séquence de diffusion, une angio-IRM cérébrale ou une artériographie? Là, en urgence, aux urgences, devant cette mamie qui a chuté avec plein de sang dans la tête, qu'est-ce que vous demandez? Eh bien, rien. En effet, chez elle, c'est le traumatisme et le surdosage en AVK qui fait qu'elle a du sang dans sa tête. On n'est pas du tout dans le contexte de saignement spontané du sujet jeune chez qui vous allez chercher la malformation artério-veineuse. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de perdre son temps à aller l'irradier d'ode, alors qu'en plus elle a 160 de créate. On n'a pas oublié qu'il y avait 160 de créate. Donc il faudra peut-être un moment l'hydrater. Mais en tout cas, ça ne sert à rien d'aller l'embêter. Là, vous êtes aux urgences, en urgence, vous vous en tenez là. Quels éléments de surveillance systématique mettez-vous en place pour juger de l'évolution favorable de votre patient? Il y a plusieurs éléments à cocher. Est-ce que vous faites une surveillance horaire de l'état de la vigilance? Est-ce que vous contrôlez l'INR à 30 minutes pour contrôler l'efficacité de la vitamine K? Est-ce que vous contrôlez l'INR à 6 heures pour contrôler l'efficacité du CCP? Est-ce que vous contrôlez l'INR à 6 heures pour contrôler l'efficacité de la vitamine K? Ou est-ce que vous contrôlez le scanner cérébral à 6 heures? Attention avec les horaires, hein, c'est fait pour vous piéger. Vous ne faites pas piéger du coup. Évidemment que vous allez la surveiller cliniquement, c'est la base. Parfois on oublie un peu en cochant des croix qu'on a des patients et que leur adresser la parole et les surveiller et surveiller leur constante, c'est indispensable. Donc évidemment, elle, on va vérifier qu'elle ne s'enfonce pas. Et ensuite, vous allez faire l'INR à 6 heures pour contrôler l'efficacité de la vitamine K. On va voir après quelle est l'efficacité en combien de temps des autres. Et le scanner cérébral à 6 heures, c'est un peu tôt. En général, on dit dans les 24-48 heures. Donc là, le 6 heures, c'était un peu tôt. Mais oui, on fera un scan de contrôle, évidemment. Le CPP, aussi appelé PPSB, c'est une action rapide. D'accord? En quelques minutes, vous allez l'injecter. Et l'INR, vous allez le faire à 30 minutes. Et c'est là, en fonction de cet INR, que vous allez répéter ou pas le CCP. Vous vous souvenez, dans mon tableau de l'HAS, là, on contrôlait l'INR à 30 minutes et on refaisait ou pas le CCP. Le fait d'administrer de la vitamine K en parallèle, c'est pas pour baisser l'INR tout de suite, c'est pour prendre le relais du CCP qui, lui, va agir vite. Donc c'est pour que vous savez, les antivitamines K, ils ont des demi-vies qui sont un peu longues en termes horaires. Donc le max étant le Syntron, puis le Préviscan, puis la coumadine. Ce qu'elle avait, elle, c'était de la coumadine. Donc pour prendre le relais de ce CPP, on met de la vitamine K, et donc la vitamine K, l'INR, c'est à 6 heures qu'on peut le contrôler sur l'efficacité de la vitamine K, et c'est pour ça qu'on fait à 30 minutes et à 6 heures. C'était un petit piège, il faut connaître, il faut savoir, maintenant vous le saurez pour la prochaine fois. Après contrôle de l'hémostase satisfaisant, la patiente est transférée dans le service de gériatrie aiguë. Vous contactez le médecin traitant pour comprendre l'origine potentielle de cet accident hémorragique sous coumadine. On adore joindre les médecins traitants en gériatrie, il faut le faire. Vous récupérez plein d'informations. Quels facteurs devez-vous rechercher pour expliquer ce saignement? Une aggravation des troubles cognitifs, un ajout récent d'acide acétylsalicylique, un ajout récent d'un traitement antifongique azoléperos, une prise récente d'ibuprofène ou un ajout récent de paracétamol à la dose de 2 grammes par jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait lu l'énoncé et quand on avait lu anticoagulant, je vous avais dit, pensez à iatrogénie, introduction de médicamenteuse, qu'est-ce qu'on a introduit et qu'est-ce qui pourrait faire modifier l'INR? Vous voyez, vous avez la question 8 qui arrive. Donc si vous aviez déjà un peu tilté sur votre boîte de qu'est-ce qui modifie l'INR quand on est sous antivitamine K, vous auriez la réponse à cette magnifique question. Et donc la réponse, évidemment, aggravation de troubles cognitifs, pourquoi est-ce qu'on le coche? Donc elle a une maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est chronique et qui évolue lentement évolutive tous les ans. On dit en moyenne, on perd un poids de MMS.
Et ben, c'est pour l'observance, d'accord? Quand on a des troubles neurocognitifs, il faut toujours se poser la question de comment est-ce qu'on prend les médicaments? Est-ce qu'on les prend bien? Est-ce que cette dame était en capacité de surveiller ses INR? Oui, non. Est-ce qu'elle elle était en capacité de couper ses comprimés 2 mg, 1 mg, 4 mg? Est-ce qu'elle n'a pas fait un maxi-mic-mac? Donc, l'aggravation des troubles cognitifs pourrait expliquer une erreur de prise médicamenteuse et du coup un surdosage. L'ajout récent d'acétylsalicylique, en soi, ça n'interagit pas avec l'INR. D'accord, j'ai un peu hésité à cocher cette question, mais vu comment cette réponse, mais vu comment la question est posée, à savoir, quel facteur devez-vous rechercher en appelant le médecin traitant de manière un peu, récente, on pense plutôt à interaction INR, erreur médicamenteuse. Mais c'est vrai que AVK plus acide acétylsalicylique, c'est un facteur de risque de saignement. Et d'ailleurs, il faut toujours se poser la question de cette coprescription et de savoir si on ne doit pas arrêter un des deux. Donc si on n'a pas fait l'infarct dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, ça se discute, c'est des petites finesses. Il n'y a pas d'indication, en tout cas, plus d'1 an de l'infarctus et du stent ou de la OMI et du stent, il n'y a pas vraiment d'indication de mettre les deux. C'est très très peu d'indications de mettre les deux et c'est d'indications plutôt de spécialistes, on ne vous embêtera pas là-dessus. Ajout récent d'un traitement antifongique azoléperos, évidemment, c'est un gros inducteur enzymatique avec les antivitamines K, les AVK, du coup ça fait monter l'INR. Prise récente d'ibuprofène aussi évidemment, à INS on n'aime pas ça en gériatrie, jamais d'INS, d'accord, ça fait saigner, ça interagit avec les AVK, ça fait l'insuffisance rénale aiguë. Et l'ajout récent de paracétamol 2 grammes par jour, pas du tout, on s'en fiche, c'est à dose même infrathérapeutique, en gériatrie on a le droit à 1 gramme x 3. Chez toutes les personnes âgées, sauf les petits poids, on repasse un peu en pédiatrie, on recalcule des doses poids, donc les toutes mamies de 30 kg, c'est pas rare de leur faire 500 x 3. On aurait pu aussi vous mettre l'été sous-augmentant pour une pneumopathie d'inhalation, pareil, amoxicilline, acide clavulanique, les antibiotiques, ça joue sur l'INR. Question suivante. La patiente est alitée et a du mal à se mobiliser. La palpation abdominale trouve une sensibilité sous-ombilicale. Le bladder scan trouve un volume vésical à 500. Elle n'arrive pas à uriner. Que faites-vous dans cette situation? Donc, complications d'immobilisation assez fréquentes chez la personne âgée. Cette dame, elle est restée, elle a chuté, elle a du sang dans sa tête, elle est allongée dans un service, un peu perdue, un peu confuse. Donc, elle est en globe. Vous introduisez le diurétique de Lens. Vous posez une sonde à demeure pendant tout le temps où elle va être allongée. Vous recherchez et évacuez un fécalome. Vous faites un sondage urinaire, des sondages urinaires itératifs selon le volume vésical post-mictionnel. Donc vous faites un aller-retour, ce qu'on appelle vulgairement l'aller-retour, et vous surveillez les bladders, ou vous introduisez un traitement par alpha-bloquant. Donc les alpha-bloquants, c'est l'alfuzoline, le Xatral, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'alpha-bloquant encore. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, qui dit globe dit fécalome, qui dit fécalome dit globe. Pour réussir à faire uriner une patiente, il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas constipée et qu'elle aille à la selle, évidemment. C'est un gros pourvoyeur de globes urinaires, les fécalomes. Et devant une fois 500 ml, eh bien, on fait un aller-retour, on laisse la chance à la patiente. Et même si elle avait été un peu plus vigilante, on aurait évacué le fécalome, on l'aurait posé aux toilettes, même avant l'aller-retour. Mais là, en tout cas, la bonne réponse, c'était un aller-retour avec surveillance du bladder, après évacuation du fécalome, évidemment. On ne met pas d'alpha-bloquant chez la personne âgée femme, il n'y a pas d'indication, en tout cas pas chez une dame dans ce contexte-là. L'alpha-bloquant, c'est réservé aux hypertrophies bénignes de prostate chez l'homme. Mais ça n'a pas prouvé son efficacité dans le globe urinaire chez la femme. Un petit rappel sur la rétention aiguë d'urine, c'est quelque chose de très fréquent en gériatrie. Il faut savoir que le volume de votre vessie à vous, c'est entre 300 et 500 ml, que le résidu post-mictionnel, de manière habituelle, il doit être inférieur à 100 ml, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vidé votre vessie, dans la vessie, il doit rester inférieur à moins de 100 ml. On parle de globe urinaire ou de rétention aiguë d'urine à partir de 500. Et puis ça peut aller jusqu'à 1000, on a déjà vu pas mal de globes à 1000. Et les causes à rechercher, ce sont des obstacles sous-vésicales et ou un défaut de contractilité vésicale. Et dans les obstacles sous-vésicales, le grand pourvoyeur de rétention aiguë d'urine, c'est le fécalome, d'accord? Chez l'homme, ça peut être la pathologie prostatite, l'hypertrophie bénigne de prostate, qu'on peut rechercher au toucher rectal, ou les sténoses de l'urètre. Chez la femme, il faut savoir que le prolapsus génital peut être un pourvoyeur de globe, il y a des descentes d'organes qui va faire compression.
Des pathologies neurologiques médulaires, un peu plus rares, et je ne suis pas sûre, on pourra vous embêter là-dessus sur un dossier de MPR, mais pas trop en gériatrie. Ou le caillotage vésical, et ça c'est typiquement les patients hommes âgés, un peu traumatiques sur le sondage et qui ont une hématurie macro avec des caillots, ils peuvent se mettre en globe sur ces caillots. Dans les défauts de contractilité vésicale, c'est une liste qui est non exhaustive, donc les pathologies neurologiques, accident vasculaire cérébral, les syndromes parkinsoniens, syndrome de la queue de cheval, mais aussi la iatrogénie, et donc en gériatrie, c'est assez fréquent et c'est pour ça qu'on en fait la chasse aux anticholinergiques. Les anticholinergiques, il y a pas mal de médicaments qui sont anticholinergiques et ces grands pourvoyeurs de iatrogénie. Anticholinergiques, ça fait de la sécheresse des muqueuses, ça fait fécalome, globe et confusion. Hein, donc globalement, on n'aime pas trop ces médicaments. Donc c'est typiquement les paliers 2 et les paliers 3 de la douleur. Certains antidépresseurs, les neuroleptiques évidemment. Les antihistaminiques de première génération, donc typiquement l'atarax, qui est mis parfois à très mauvais escient pour les troubles du comportement des sujets âgés, c'est complètement interdit en gériatrie. Jamais d'atarax en gériatrie. Et certains antiparcs peuvent aussi mettre en rétention aiguë d'urine. La première chose à faire quand vous avez quelqu'un qui a un globe, c'est de l'accompagner au WC. Hein, on l'oublie souvent, mais on a des patients qui sont alités pendant longtemps et à qui on ne donne pas l'accès aux toilettes et qui n'ont plus les mêmes sensations que vous et moi d'avoir l'envie d'uriner. Encore plus quand ils sont confus en fait. Et donc si vous leur proposez ça, ils vont se mettre en rétention aiguë d'urine. Et évidemment, il va falloir essayer de corriger tous les facteurs précipitants et les facteurs qui vont s'adjoindre, genre la iatrogénie. Donc évacuer le fécalome évidemment et éviter tout ce qui est anticholinergique. Et ensuite, le traitement, c'est un drainage vésical, donc par sonde, donc cathétérisme urétral ou suspubien, les cathés suspubiens. Donc ça, c'est en fonction des traitements qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont sous anticoagulants, pas anticoagulants, etc. Est-ce qu'il y a un obstacle pour une sonde à demeure? Et ça, je vous renvoie à vos cours d'urologie. On est plutôt dans la gériatrie. Question 10. Après évacuation d'un fécalome, la patiente arrive à uriner spontanément. C'est génial, la gériatrie. Au 4e jour, elle présente une dyspnée. Quels sont les 2 diagnostics les plus probables dans ce contexte? Un OAP, une pneumopathie d'inhalation, une embolie pulmonaire, une anémie ou un syndrome coronarien aigu? Je veux 2 réponses, s'il vous plaît. Eh bien, c'est la pneumopathie d'inhalation et l'embolie pulmonaire. Dans ce contexte, une patiente qui est âgée, confuse, alitée, hospitalisée avec du sang dans sa tête, donc tu n'as peut-être pas pu avoir sa prévention de maladie thromboembolique avec des HBPM à dose préventive. Elle est à fort risque d'embolie pulmonaire et de pneumopathie d'inhalation, et en plus on a vu qu'elle avait probablement des troubles de déglutition avec sa stade salivaire, etc. Et là, la boucle est bouclée. Pas trop l'œdème pulmonaire aigu, elle avait juste de l'hypertension, il n'y a pas trop de raisons, elle n'avait pas de traitement pour l'insuffisance cardiaque, elle avait sa FA, ok, mais c'est pas à ça qu'on voulait vous emmener en premier. L'anémie non plus, même si ok, elle était surdosée, mais ça donne pas une dyspnée comme ça au 4e jour d'hospi, et le syndrome coronarien aigu, ça n'a pas grand chose à faire ici. Quels, au pluriel, éléments de l'examen clinique sera plus en faveur d'une embolie pulmonaire que d'une pneumonie? Une ou plusieurs réponses exactes. Une température à 38,2. Une polypnée superficielle. Une turgescence jugulaire. Une cyanose ou un œdème d'un membre inférieur. 3 petites secondes pour réfléchir. Eh bien, la turgescence jugulaire et l'œdème du membre inférieur appelleraient une embolie pulmonaire plus qu'une pneumopathie. La turgescence jugulaire pour les signes droits en cas de P grave et l'œdème du membre inférieur évidemment pour la maladie thromboembolique veineuse, donc une phlébite avant le P. J'espère que pour vous, le reste n'était pas discriminant, hein, d'accord? Vous objectivez un œdème du membre inférieur gauche sans turgescence jugulaire évidente. La saturation est à 90 en air ambiant. Donc qui dit désaturation dit oxygène. C'est ça que ça doit appeler dans votre petite tête. La pression artérielle est à 150-80. Bon, pas mal. La fréquence cardiaque est à 103. Elle est tachycarde. Et la fréquence respiratoire est à 21. Elle est polypnique. Vous réalisez un ECG en urgence.
Qui dit ECG dit interprétation d'ECG. Je vous laisse le regarder attentivement. Je suis désolée si l'image passe pas bien. Je vous laisse réfléchir 30 secondes sur cet ECG. Essayez de l'interpréter avant que je vous soumette le QCM pour pas que vous soyez perturbés. Je ne sais pas si vous êtes fort en ECG, mais vous avez d'excellents conférenciers de cardiologie à Cartesia. Donc normalement, ça ne devrait plus avoir de secret pour vous. Quelles anomalies observez-vous? Est-ce que vous avez une tachycardie à QRS large, une tachycardie ventriculaire? Les QRS vous évoquent un bloc de branche droit complet. Les QRS vous évoquent un bloc de branche gauche complet, ou il s'agit d'un bloc bifasciculaire. Vous avez le droit à plusieurs réponses. Nous avions une tachycardie à QRS large, un bloc de branche droit, un ébibloc antérieur gauche avec un axe gauche et une tachycardie à 120. Question suivante. L'auscultation pulmonaire est symétrique, avec un murmure vésiculaire symétrique et quelques ronchis diffus. Quel examen demandez-vous en première intention pour explorer cette dyspnée? Est-ce que vous allez demander des dédimères, une radio de thorax, une échographie transthoracique, un dosage du BNP ou un gaz du sang, une gazométrie artérielle? Eh bien, vous allez demander, donc c'était un examen au singulier, un gaz du sang. Pourquoi pas le reste? Dosage des dédimères, finalement, on a déjà la phlébite. Donc vous saurez que ce sera positif, ça ne va pas changer grand-chose. Une radio de thorax, bon, pourquoi? Pour aller chercher un foyer de pneumopathie. Bof, on est au XXIe siècle. Une écho transthoracique, on vous a dit que cette patiente, elle n'avait pas de signe droit, pas d'urgence de se jeter sur l'écho. Un dosage du BNP, pas grand-chose à faire ici. Le BNP, c'est pour discriminer une dyspnée d'origine pulmonaire et cardiaque. Là, on a l'impression que c'est assez clair. Par contre, le gaz du sang, c'est plutôt pour évaluer la gravité. On avait une patiente qui avait 90 de SAT. Vous auriez pu faire un gaz du sang pour évaluer la gravité, mais ça n'aurait pas été indispensable. Quand vous regardez dans le collège de pneumologie, la gazométrie n'est pas du tout indispensable dans l'embolie pulmonaire. Vous la faites ou pas, mais là, en tout cas, dans ce contexte, on vous demandait de cocher le gaz du sang. La radio pulmonaire ne montre pas de foyer de pneumonie. Un échodoppler veineux des membres inférieurs est réalisé et relève une TVP gauche. La gazométrie artérielle sous 2 litres montre un pH à 7,46, une PO2 à 68, donc une hypoxie, une PCO2 à 32, tout va bien. De plus, un scanner cérébral montre la stabilité des lésions hémorragiques. La créate est à 115, elle va mieux, elle était à 160, je ne sais pas si vous vous souvenez. Choisissez la proposition exacte à propos du diagnostic d'embolie pulmonaire chez cette patiente. Vous avez assez d'arguments pour le diagnostic. Vous demandez une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion. Vous dosez les dédimères, on y est encore. Vous demandez un angioscan thoracique ou vous demandez une écho-cœur transthoracique. Alors, pour diagnostiquer cette EP chez cette patiente, qu'est-ce que vous demandez? Eh bien, vous avez assez d'arguments. Pour mémoire, cette patiente, elle avait une phlébite d'un des membres inférieurs, une désaturation, une dyspnée, pas d'argument pour une pneumopathie, bon, c'est une EP, d'accord? Pas besoin de vous lancer dans la scintille, pas besoin de vous lancer dans l'angioscan. En plus, on vous a donné une créate à 116, mais on ne vous a pas donné de quoi calculer le DFG, donc ça tombait un peu sous le sens qu'on n'irait pas vous chercher là-dessus. Les dédimères, on l'a dit tout à l'heure, ils seront positifs de toutes les façons, ça ne sert à rien. Et une écho transthoracique, pour le diagnostic, non, ça serait plutôt à la recherche de complications et de cœur droit. Juste, échodoppler et suspicion d'embolie pulmonaire, je vous ai repris ce qui est bien décrit dans le collège de pneumo. Donc, comment est-ce qu'on diagnostique une thrombose veineuse profonde? En l'absence de compression d'une veine profonde, ça c'est la définition. Et c'est très spécifique pour les veines proximales. Donc, en cas de suspicion d'EP, quelle que soit la probabilité clinique, qu'elle soit faible, moyenne ou forte, la présence d'une TVP proximale, donc proximale c'est poplité ou plus proximale, donc c'est au-dessus du genou, confirme le diagnostic d'EP. Donc c'est exactement là ce qu'on avait. Elle avait une phlébite qu'on vous avait mis proximale, donc ça suffisait à signer le diagnostic d'EP.
Par contre, pour les veines distales, il faut savoir que c'est peu spécifique, l'échodoppler, d'accord? Donc, si vous avez une suspicion d'EP avec une TVP distale, ça ne suffit pas à assigner le diagnostic, d'accord? C'était le petit piège ici. Les veines distales, ce sont les veines qui sont sous-poplitées, donc sous le genou, donc c'est la tibiale antérieure et postérieure ou fibulaire, et les veines musculaires du mollet, donc les veines solaires et gastrocnémiennes. Ça fait toujours des petits rappels, c'est pas mal. Donc au-dessus du genou, un Doppler positif avec une suspicion d'EP, c'est le P. En dessous du genou, non, c'est pas assez spécifique. D'accord? Et il faut savoir que, comme toujours en médecine, un échodoppler veineux normal n'explique pas le diagnostic de P. On peut avoir fait le P sans avoir une TVP en dessous. D'accord? Donc si vous y croyez, bah là, vous irez à l'angioscan. Ou à la scintille pulmonaire si vous avez une créate qui ne vous permet pas de faire un angioscan. J'espère que c'est clair pour vous, ces notions. C'est des petites notions, c'est des définitions, des notions de cours. Mais vous voyez, on peut un peu aller vous chercher là-dessus. Hein. Donc, faut le savoir, il faut les connaître. Et puis, il faut connaître un tout petit peu d'anatomie aussi. Vous ne demandez donc aucun autre examen, car le diagnostic d'embolie pulmonaire est posé. Malgré la pose d'un filtre cave, donc le filtre cave, vous savez, cette espèce de parapluie qu'on met dans la veine cave pour éviter que les caillots dans les membres inférieurs balancent dans les veines pulmonaires, son état clinique se dégrade vite et le pronostic vital est engagé avec une indication théorique de passage en réa qui est identifiée. Une discussion sur la gradation de soins est engagée. Selon ces directives anticipées écrites 3 ans auparavant, la patiente déclarait ne pas souhaiter de prise en charge en réanimation. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, on avait une personne de confiance. Et je vous ai dit, la personne de confiance, ça va vous amener à des réflexions éthiques, probablement en fin de dossier, sinon vous ne l'aurez pas mis. Et bien là, voilà, la réflexion éthique. Quelle proposition est exacte? Une seule réponse attendue. Les directives anticipées, ayant plus de 2 ans, ne sont plus valables. Les directives anticipées, écrites alors qu'elle avait une maladie d'Alzheimer, ne sont pas valables. L'avis de la personne de confiance prime sur les directives anticipées. L'avis de l'équipe médicale prime sur les directives anticipées. Les directives anticipées s'imposent dans le cas présent. Eh bien, ce sont les directives anticipées qui s'imposent dans le cas présent. D'accord? Il n'y a plus de date de péremption des directives anticipées. On a le droit d'avoir des troubles cognitifs et d'émettre des souhaits. D'accord? C'est pas parce qu'on a des troubles neurocognitifs majeurs ex-démence qu'on ne peut plus décider ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut quand même continuer à parler à vos malades, même quand ils ont des troubles cognitifs, et leur demander ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas pour leur vie, pour leur fin de vie, et graduer les soins avec eux. L'avis de la personne de confiance est un avis consultatif, mais il ne va pas au-dessus des directives anticipées. Et évidemment, l'avis de l'équipe médicale, dans ce cas-là, qui n'est pas un cas d'urgence, ne prime absolument pas sur les directives anticipées. Ça, c'est quoi? C'est la loi Claes-Leonetti qui a été revue en 2016. D'accord? C'est une loi qui est assez importante, qui redéfinit un peu les 3 notions clés de la fin de vie. Donc la personne de confiance, la directive anticipée et la sédation profonde sur la diapo d'après dont je vous parlerai. Il faut savoir que la personne de confiance, c'est quelqu'un qui se désigne par écrit et c'est co-signé. Donc le patient et la personne de confiance acceptent leur lien mutuel de personne de confiance. Et c'est son témoignage à lui qui va prévaloir sur tout autre témoignage. Donc typiquement, quand vous avez une famille nombreuse, qu'il y a une personne de confiance qui est désignée, écrite, co-signée, bah c'est elle qui sera votre interlocuteur et c'est elle qui se fera la parole de la personne si elle n'est plus en état de l'exprimer. Donc choisissez bien votre personne de confiance. Les directives anticipées, c'est un document qui est écrit pour une durée illimitée. Et c'est révocable à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez les écrire maintenant et puis décider dans 5 ans de dire non, c'est bon, je les déchire. Ou même quand on vous demande, vous aviez écrit ça, vous ne vouliez pas être intubé. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé d'avis? Vous avez le droit de changer d'avis et être intubé, donc ne vous inquiétez pas. Le médecin a une obligation de les appliquer, sauf dans quelques exceptions. Donc en cas d'urgence vitale, le temps d'évaluer la situation, donc typiquement vous êtes sur un arrêt cardiaque et vous ne savez pas trop la cause, pourquoi, comment, bah, vous avez le droit de masser, on ne vous en voudra pas légalement. Et vous vous poserez la question secondairement, d'accord? Et si les directives anticipées ne s'appliquent pas à la situation selon le médecin après une procédure collégiale. Typiquement, c'est si la personne vous demande de la laisser tranquille et de mourir, alors qu'il suffit juste de lui donner de l'augmentin. Je caricature exprès, mais c'est pour vous montrer un peu la situation. Le dernier point clé qu'il faut absolument que vous connaissiez dans la loi Claes-Leonetti, c'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est absolument pas de l'euthanasie, on n'a pas le droit de tuer les gens, d'accord?
c'est suite à une procédure pluridisciplinaire qui inclut le patient chaque fois que c'est possible, même quand il a des troubles cognitifs, ou sa personne de confiance, ou en lisant ses directives anticipées. Et on peut mettre cette sédation profonde en cas de situation aiguë grave à risque vital immédiat, donc typiquement en cas de détresse respi. On a le droit de mettre cette sédation profonde. Ça peut intervenir s'il y a un pronostic vital qui est engagé à court terme, hein, donc on ne fait pas de l'euthanasie, il faut quand même avoir une maladie grave qui est en train de vous tuer. Que cette pathologie présente une souffrance, mais cette souffrance, elle peut être physique et ou psychique, et qu'aucun traitement ne parvient à le réduire. D'accord? Donc ça résiste à tous vos traitements et que les traitements que vous allez mettre vont endormir, donc la sédation profonde et continue. Et ben c'est pas grave, si vous avez tout essayé, vous avez le droit de faire la sédation profonde. Et que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation puissent être proposés ou mis en œuvre. Donc pourquoi est-ce que c'est aussi bien défini? C'est vraiment parce qu'en France, on n'a pas le droit au suicide assisté et on n'a pas le droit de faire de l'euthanasie, d'accord? C'est très très important ces notions. On a le droit de faire une sédation profonde et continue, donc en fin de vie, les gens ont le droit de ne pas souffrir physiquement et psychologiquement, et on peut mettre des traitements pour les apaiser. Donc les traitements qu'on met en fin de vie, c'est de la morphine pour la douleur, la fréquence respi, la polypnée, la dyspnée, et c'est du midazolam qui est une benzodiazépine non intraveineuse ou en sous-cutané par contre pour l'anxiété. Et on peut aussi mettre scopolamine, scoburène pour les ronchis. C'est vraiment les 3 traitements qu'il faut que vous connaissiez un petit peu en fin de vie et dans le cadre de la sédation profonde avec la morphine et le midazolam. Voilà pour ce dossier de l'ECN. J'espère que c'était clair pour vous. J'espère qu'on a répondu à tous les petits pièges qui s'étaient glissés. Que si vous avez des questions, Emmanuel a pu y répondre de l'autre côté. En tout cas, la gériatrie, sachez que ça peut tomber, que peu importe la spécialité que vous choisirez autre que la pédiatrie, vous croiserez probablement des personnes âgées. La population vieillit, c'est un secret pour personne. Ils sont polypathologiques. Ça fait des dossiers hyper transversaux. Vous voyez là, on a fait appel à des notions de pneumologie avec EPTVP, à des notions sur l'anticoagulation, le surdosage, la iatrogénie médicamenteuse, des notions de chute un peu plus gériatrique, des notions de confusion. Donc vous voyez, c'est quand même des beaux dossiers qui peuvent un peu taper partout. Et c'est des dossiers qui sont plutôt intéressants. Et en fait, c'est un peu la vraie vie. Donc voilà. En tout cas, moi, je serais ravie de vous retrouver pour la suite avec Cartesia pour les focus et les lives. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bon courage dans vos révisions. Au revoir.